fait, en termes d'atteinte des performances suffisantes de tri des biodéchets, on pense vraiment qu'en milieu urbain très dense, la collecte en porte-à-porte reste la solution idéale parce que, oui, effectivement, avec de la sensibilisation et de l'accompagnement, on fait beaucoup, mais il y a vraiment des zones, moi je connais bien voilà, la petite couronne parisienne nord, typiquement, avec du compostage de proximité, on n'y arrivera pas. Les gens, ils sont trop habitués, en fait, c'est tellement ancré dans les us et coutumes d'avoir son bac, etc. Les gens, ils s'y sont mis pour les emballages, déjà, c'est un peu compliqué. Et on a des performances de tri en France, et particulièrement en Ile-de-France, qui sont assez catastrophiques. Si on ne donne pas aux gens l'opportunité de trier leurs biodéchets au pied de chez eux, ça va être vraiment plus compliqué et plus lent pour atteindre des performances satisfaisantes. Il y a plein d'endroits dans lesquels le compostage de proximité avec un bon accompagnement fonctionne, mais la collecte en porte-à-porte pour nous reste une solution préférentielle dans certains endroits. Et encore une fois, il y a des collectivités qui le réussissent bien, et comme je disais tout à l'heure, c'est un grand bouleversement pour les collectivités qu'il ne faut pas du tout... voilà, on n'est pas du tout en train de dire que c'est d'un coup de baguette magique que les collectivités vont y arriver. C'est un grand bouleversement du système de collecte, etc. Mais il y a des collectivités qui arrivent. En Italie du Nord, c'est complètement accepté, implanté et systématisé. Et les gens mettent leur bioseau devant chez eux, qui est collecté par la collectivité, je crois, 1 à 2 fois par semaine. Et voilà, ça se fait quoi. Donc on ne dit pas du tout que c'est la solution partout parce que ça engendre des coûts et il serait absurde de mettre de la collecte en porte-à-porte des biodéchets dans des zones rurales ou très périurbaines où avec du compostage de proximité on peut carrément atteindre des belles performances, mais en milieu urbain dense pour nous ça reste une point d'apport volontaire. Point d'apport volontaire, c'est aussi quelque chose qui est... Vous savez, dans le centre-ville, à Troyes, on a des... comment on appelle ça, pas des molocs, mais des conteneurs solidaires. Donc en fait, il y a quasiment dans le centre, dans le bouchon, il y a quasiment plus de bacs. Il n'y a plus de porte-à-porte, je parle sous le contrôle des élus qui sont là. Il y a quasiment plus de porte-à-porte dans le centre dense, historique. Et donc c'est des points d'apport volontaires même pour les ordures ménagères. Ouais, non, mais très bonne question. C'est ce que je commençais à évoquer effectivement tout à l'heure. Et pour le problème des incinérateurs, c'est pas qu'il faut tous les fermer demain, mais c'est qu'effectivement ils ont été dimensionnés par rapport à une quantité de déchets qui ne prend pas du tout en compte les efforts potentiels et justement le potentiel de réduction qu'on a par rapport à cette poubelle grise. Après, ce qui s'est passé à Besançon par exemple, c'est qu'ils ont fermé un four de l'incinérateur. Donc on peut aussi, au bout d'un moment, quand les politiques apportent des résultats suffisants, diminuer la capacité des installations de traitement. Et effectivement, ça pose la question de la rentabilité de ces installations, qui ont coûté très cher aux collectivités et à nous, du coup, derrière. Voilà. Et ça pose question, mais de toute façon, maintenant, généralement, les choix ont été faits sur les territoires avec des installations surdimensionnées, malgré des efforts citoyens, associatifs, des recours juridiques aussi. On en a un en cours contre l'incinérateur de la Chapelle Saint-Luc, justement, où on a essayé de faire valoir justement le respect de la hiérarchie des modes de traitement pour dire que cette installation était surdimensionnée, parce qu'on est censé aujourd'hui, normalement, avoir des investissements, notamment publics, qui privilégient d'abord la réduction à la source, le réemploi, la réparation, le recyclage par rapport à l'élimination, et on voit aujourd'hui que c'est encore loin d'être le cas. Donc effectivement, c'est le gros problème de l'incinérateur qui est assez spécifique et qui est plus problématique que la décharge de ce point de vue-là, c'est que c'est des installations qui sont faites pour fonctionner avec un volume de déchets. Autant la décharge, on peut ne pas la remplir jusqu'au bout, autant l'incinérateur, il ne fonctionnera pas s'il a moins de déchets que ce qui est prévu. Donc c'est effectivement un gros enjeu. Oui, effectivement, c'est un sujet qu'on aborde du coup dans la deuxième partie qui est dédiée justement à l'économie, et où on se pose la question de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on nous présente l'économie et l'écologie comme si irréconciliables, et où on nous oppose souvent sur toutes les mesures liées à l'écologie, à la réduction des déchets notamment, le fait que ça va supprimer des emplois et être néfaste pour l'économie. On cite plusieurs exemples de politiques de réduction des déchets qui, au contraire, permettent d'accroître le nombre d'emplois, et notamment une étude qui a été réalisée en 2021, je crois, par l'ONG internationale Gaïa, avec des cabinets spécialisés qui chiffrent, par exemple, le fait que le secteur de la réparation
créer 200 fois plus d'emplois que le secteur de l'élimination des déchets, donc on est vraiment sur un ordre de grandeur qui est quand même assez marquant, et que si aujourd'hui on donnait plus de moyens, on soutenait davantage le secteur de la réparation, on aurait une création d'emplois qui sont en plus des emplois locaux non délocalisables. Et donc ça c'est typiquement une politique de réduction des déchets qui permet aussi d'être vertueuse d'un point de vue économique. On parle aussi de la consigne pour réemploi des emballages en verre qui crée énormément d'emplois sur les chaînes logistiques, etc. Là où les emballages en plastique à usage unique vont en créer beaucoup moins. Donc il y a vraiment beaucoup d'exemples en fait, de politiques de réduction des déchets qui peuvent être aussi vertueuses économiquement et ne pas toujours créer cette opposition qui revient justement sur le WeCube que vient d'évoquer Pascal, de dire que toujours réduire les déchets réduira les emplois. En réalité, c'est pas vrai. Les structures de réemploi, par exemple, comme les ressourceries, etc., sont des structures qui créent beaucoup d'emplois locaux et qui sont insuffisamment soutenues de notre point de vue aujourd'hui. Alors, ouais, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais c'est hyper intéressant comme sujet, et moi aussi je suis à fond pour travailler moins, il n'y a pas de souci. Simplement, l'idée c'était plutôt de revenir sur le discours ambiant qui dit que l'écologie va tuer des emplois, parce qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est obligé d'avoir un emploi pour survivre, et surtout, ça dépend de quel emploi on parle, on n'est pas du tout en train de nier le fait qu'on pourrait aujourd'hui travailler moins en ayant une meilleure répartition du travail, etc. On peut tout à fait travailler moins, simplement ça n'empêche pas la création d'emplois. Quand on parle de création d'emplois, on ne parle pas forcément de création d'emplois à plein temps, 45 heures par semaine, etc. Pour moi, la réflexion sur le temps de travail est vraiment parallèle à ce constat qui est de dire que les secteurs de réduction des déchets mobilisent des emplois aujourd'hui. Une remarque sur la réparation, à laquelle j'adhère totalement. Mais tenez-vous compte de la perte d'emploi à la production. Parce que si vous réparez plus, vous produisez moins. Oui, absolument. Alors là, effectivement, l'étude, elle porte sur les secteurs du traitement des déchets, donc effectivement en aval, ça ne tient pas compte des impacts sur les emplois à la production, c'est vraiment un comparatif entre les emplois créés par l'élimination des déchets et les emplois créés par la réparation et le réemploi. Donc là, on est vraiment effectivement focalisé sur l'aval. Forcément, si on répare plus, on aura de l'impact à la production, mais c'est là où j'en viens à la question de quels emplois on veut. On peut travailler moins, mais quel type d'emploi on veut favoriser. Et peut-être que du coup, s'il y a moins d'emplois à la production et plus d'emplois à la réparation, finalement, on s'y retrouve avec la remarque de monsieur sur le fait qu'on va pouvoir tous diminuer aussi notre temps de travail. Donc,